Et vous avez parlé d'inspiration. Effectivement, nous recevrons aussi sur ce plateau un témoignage des plus décoiffants, j'ai envie de dire. J'ai les yeux au bout des doigts. Attendez de savoir de quoi s'agit-il. Zopo Marie-Françoise est notre invitée témoin. Dans quelques instants, elle nous rejoindra donc sur ce plateau. Mais avant, voici son portrait. Notre invitée du jour se nomme Zopo Marie-Françoise. Elle est âgée de 40 ans et mère de 2 enfants. Issue d'une fratrie de 23 enfants, elle eut un parcours scolaire normal jusqu'à ce qu'elle décide, en classe de 5e, d'arrêter l'école pour se lancer dans la coiffure. Elle comptabilise aujourd'hui 25 ans d'expérience dans le domaine. Tout se passe bien jusqu'à ce que survienne un incident malheureux. À l'âge de 30 ans, Marie-Françoise perd subitement la vue à 5 jours de son voyage en Europe. Cette femme fière et remplie de partage continue de se battre et progresse dans son métier. Elle vient sur le plateau de C'est Midi partager avec nous ses espoirs. Avec Caroline, recevons-la. Et voilà, Zopo Marie-Françoise nous rejoint donc sur ce plateau, vêtue de blanc immaculé. Merci de l'applaudir encore trop fort. Marie-Françoise, bonjour. Bonjour madame. Ça va, tout va bien? Vous êtes bien installée? Oui, oui madame. Ça marche. Vous pouvez m'appeler Caroline. Ou si vous le voulez, Caro. Voilà, je suis l'amie de tout le monde ici. Ok. Voilà. Et juste à côté de vous, vous avez Marie-Paul. À ma droite, Bonjour, le doyen Bienvenue Neba. Et puis Philo. Je suis sûre que vous connaissez Docteur Philo. Waouh. Sûre et certaine. C'est l'idole de mon fils. Ah ah, je savais qu'il y avait quelque chose. Il a quel âge? Il a 6 ans. Oh, il est mignon en plus. Oula! Il est mignon. C'est pas qu'il n'a pas confiance, mais merci beaucoup, Pater. On se retrouve donc avec notre invitée Zopo Marie-Françoise. J'ai les yeux au bout des doigts, donc thème retenu pour ce numéro de C'est Midi. Je rappelle que vous êtes coiffeuse, c'est bien cela. Oui, Caro. Et malheureusement non-voyante par la force des choses. Mais bon, le plus important, c'est de recevoir le témoignage pour lequel vous êtes sur ce plateau et ce que vous faites malgré ce handicap. Alors, Marie-Françoise, vous êtes la 7e d'une fratrie de 23 enfants. Donc, vous êtes issue d'un foyer polygame. Tout à l'heure, j'ai entendu dans le public. Alors, 23 enfants dans une famille. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance qui y a régné? Comment vous avez vécu votre enfance, votre adolescence? Il faut dire que j'ai passé très bien mon enfance parce que j'étais très choyée par mon père et ma mère adoptive. Malgré le grand nombre d'enfants? Oui. D'accord. Parce que je suis la photocopie de mon père. Ah, d'accord. Donc franchement, j'ai pas eu de problème à mon enfance. Et l'ambiance était 5 sur 5. 5 sur 5. Et les enfants, on va dire, tous les enfants n'avaient pas la même mère. Tous les enfants n'avaient pas la même mère. Vous étiez... Mais tu arrives, tu ne sais pas, hein, parce que l'atmosphère était bien. Il n'y avait pas de problème. Et vous, après, finalement, vous décidez de vous orienter vers la coiffure. C'était votre passion? Oui, Caro. Qu'est-ce qui vous plaisait au juste dans la coiffure? Ce qui me plaisait dans la coiffure, parce que j'aime la beauté. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans la coiffure. Dans la coiffure. Sinon, à l'école, j'ai été toujours première avec les 19 de moyenne. Vous étiez brillante. Et lorsque vous avez décidé de devenir coiffeuse, les parents ont-ils accepté aussi facilement pour quelqu'un, pour une élève brillante? Papa, lui, il n'a pas accepté, mais maman aussi n'a pas accepté. Je leur ai dit, laissez-moi faire mon choix. C'est mon choix. Pour finir, c'est l'argent, les 500 000, vous voyez, on travaille, on étudie pour avoir de l'argent. Donc pour finir, quand je rencontrais... Enfin, pas seulement, hein. Pour acquérir des connaissances aussi. Oui, pour acquérir des connaissances, oui, c'est vrai. Mais aussi, l'argent, aujourd'hui, l'argent fait tout. En son temps aussi, l'argent faisait tout. Donc, ils ont vu que... Ils m'ont laissé. Pour finir, ils ont accepté. Alors, la perte de vue est survenue comment? Puisque vous étiez, je veux dire, tout était normal chez vous, voilà.
Vraiment, la perte de vue, c'est venu un coup à 1 semaine de mon voyage. Vous avez quel âge? Au moment où je perdais la vue, j'avais 30 ans. 30 ans. Oui. Et vous travaillez déjà depuis combien de temps? Je travaillais depuis l'âge de 17 à 18 ans. Ok. 18 ans. Donc vous aviez quand même une certaine expérience. Est-ce que vous avez vu la chose venir? Non, pas Il y du avait des signes annonciateurs? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et ça arrive comment? C'est arrivé comme ça, brusquement. C'était une cliente en train de faire ses cheveux, la tisser. Bon, il faut dire qu'en ce temps aussi, je doublais les clientes là. Merci pour votre franchise. Oui, je doublais les clientes là. Elle a pensé que j'étais en train de lui mentir. Elle dit, ah, ma vue là, elle a baissé. Elle dit, moi, c'est que mon argent n'est pas beaucoup. Tu veux prendre une autre cliente? Elle dit, c'est pas ça. Ma vue, elle a baissé. Personne ne croyait à ce que je disais dans le salon. Ni mes apprentis, ni la cliente. Il était 11 h, je pensais qu'il était... Attends, si je comprends bien, c'est ce même jour-là. Ce même jour. C'est-à-dire au départ, il n'y avait rien. Au départ, il n'y avait rien. Vous voyez normalement. Oui. Et puis un jour, vous êtes en train de coiffer une de vos clientes et votre vue baisse. Oui. D'accord. Donc vous informez, on va dire, le personnel qui est là. Oui, oui. Comment les gens réagissent? Personne n'aimait. En tout cas, c'était dû à quoi? Personne ne croyait ce que je disais. Parce que je jouais beaucoup avec mes apprentis là. Ah d'accord, vous avez l'habitude de plaisanter. Je plaisantais beaucoup avec elle, donc elle pensait que c'était la plaisanterie. Donc même je me suis reculée un peu pour aller me reposer. Je pensais que c'était la fatigue. Mais en pourtant ce jour, comme je devais voyager, en cette semaine, je n'ai pas trop coiffé. Donc je voyais que ce n'était pas la fatigue, mais c'était quelque chose de grave qui était en train d'arriver. C'est comme ça. Vous dites vous devriez voyager. Pour quelle destination? Pour Paris. Pour faire quoi? Continuer la coiffure. Vous alliez vous installer là-bas pour faire la coiffure? Oui. Par quel moyen? Vous aviez obtenu les papiers, tout ça, oui, votre visa? J'ai obtenu le visa. Ok. D'accord. Par le contact d'un parent, d'un ami, d'une amie? D'une amie, ok. On veut savoir ce jour-là, exactement ce qui s'est passé. Est-ce que la vue, vous l'avez perdue à moitié? Vous l'avez perdue totalement? Je ne l'ai pas perdue totalement, mais tout était devenu sombre. Pas sombre, sombre, mais c'est comme il y a du brouillard sur mes yeux. Je voyais carrément flou, très très flou. Je ne comprenais pas le temps. Au fur et à mesure que je pose une question, on dirait que c'est quand je parle là même que la situation s'aggrave. Parce que quand je demande, il fait quelle heure? C'est là que je vois que le temps a sombré de plus. Un peu jusqu'à ce que je rentre dans une clinique. Vous allez dans la clinique combien de temps après? Bon, il faut dire 2 heures après. Ah, c'est le même jour? Le même jour. Ok. Le même jour. Et ça a été quoi le diagnostic du médecin? Allez-y, exprimez-vous. Bon, le médecin, lui, n'a rien vu. Il m'a prescrit des comprimés avec des gouttes à mettre. Et il m'a dit que de partir, il ne voit rien, mais ça peut laver les yeux. Ça peut atténuer la situation. Je suis partie, j'ai dormi. Le lendemain, la vue baissait toujours. Je suis revenue le voir, il m'a recommandé encore un autre médecin. Oui, je suis partie. Mais c'était toujours les mêmes choses. La vue baissait. La vue baissait. Et quel nom ils ont donné à cette dégradaison de la vue là? Après, je crois, 3 ans, on me dit que c'est une cataracte avancée. À 3 ans. Cataracte avancée. Après 3 ans. Après 3 ans. Ils en ont mis du temps. Hein. Mais à quel moment vous avez annulé votre voyage, votre départ sur Paris? Ce même jour ou bien quelques jours après? Quelques temps après. Quelques temps après. Vous allez 2 fois chez 2 médecins différents et finalement, qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous retrouvez justement dans cette situation difficile? Qu'est-ce que vous vous dites? Vraiment. Dans cette situation difficile, il dit, ah, ou bien les gougnons ne veulent pas me laisser partir en Europe. Les gougnons, c'est les sorciers? Oui. Est-ce que le mal était profond au point de vous empêcher de voyager? Oui, c'était profond. Je veux dire, au bout de 6 jours, au bout du jour, jusqu'au jour du voyage, est-ce que la vue avait totalement disparu?
Oui, elle avait totalement disparu. Donc impossible pour vous de voyager. De voyager. D'accord. Et 3 années après le diagnostic des médecins, qu'est-ce que vous décidez de faire? Je suppose que vous allez chercher de l'aide. Oui. Où et comment? 3 années, quand j'ai passé ces 3 années dans la maison, Dieu a touché le cœur de quelqu'un, d'une dame qui est venue en visite. Et elle a dit qu'il y avait une ONG qui s'occupait des personnes en situation de handicap. Non, mais je veux dire, déjà, est-ce que vous allez chercher à soigner la cataracte, tout ça? Ah oui, oui, j'ai fait l'opération. C'est un détail important. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me suis fait opérer parce qu'il faut dire que l'argent, je n'avais plus rien sur moi. Quand je suis partie voir un médecin, il a dit qu'il pouvait faire quelque chose. Heureuse, mais il n'avait plus de moyens. C'est pour ça que j'ai contacté mes amis qui sont en Europe. Séance tenante, ils m'ont envoyé de l'argent. Donc le médecin, il a fini tout. Quand on a donné l'argent, le jour maintenant de l'opération, il m'a dit c'est pas un miracle que je vais recouvrir la vue. Je dis, ah, où tu as fini de prendre l'argent, tu dis pas un miracle. D'accord, comme Jésus est Dieu là, viens voir ce que ça va donner. Donc il a fait. Les autres ont reçu des témoignages, mais moi pas. Quand vous dites les autres ont reçu les témoignages, ce sont des personnes qui se sont faites aussi opérer comme vous. Oui, voilà. Caroline. Et c'était quoi les retours? Qu'est-ce que vous entendiez de ces personnes-là? J'entendais de ces personnes-là. Ouh, je sens la lumière, je sens la lumière. Donc j'étais toute heureuse aussi avec mon fils. Il n'est pas encore fait pour moi, mais si eux sont dans la même situation que moi, s'ils sentent la lumière, c'est que moi aussi je vais sentir la lumière. Et à mon tour, j'ai fini, je ne sens pas la lumière. Vraiment, là, c'est comme le ciel était tombé sur ma tête. J'étais en pleurs jusqu'à ce que je quitte la clinique. Et pendant votre parcours, en fait, chez les médecins, personne ne vous a parlé d'une maladie comme le glaucome? Bon, ils n'ont pas parlé. On dit que c'est pas ce que j'entends, ce qu'on disait. J'entendais comme ça que c'est pas glaucome, c'est pas la myopie, c'est pas même la cataracte. Comme on avait dit que c'était pas la cataracte. Mais c'est quand je partais dans les camps de prière, je commençais à prier, et puis bon. Le dernier médecin, lui, il a révélé la cataracte. Mais lui m'avait dit comme ça que c'était une cataracte avancée. Et en ce qui concerne la cataracte, voilà, selon nos recherches, la cataracte est l'opacification partielle ou totale du cristallin, lentille convergente située à l'intérieur de l'œil. Cette opacification est responsable d'une baisse progressive de la vue, au début accompagnée de gêne à la lumière. Cette baisse de la vision peut être rapide, entre parenthèses quelques semaines, si elle est causée par un traumatisme. Donc ça dépend un peu des cas. Voilà, c'est fort probable que les médecins aient raison, que ce soit la cataracte. Donc vous faites opérer et après, plus rien. Là, vous n'avez plus d'espoir. Parce qu'au départ, vous disiez que si je me faisais opérer, peut-être que j'allais voir. Mais là, il n'y a plus d'espoir. Vous êtes dans quel état d'esprit, dans quel état d'âme? Quel sentiment vous anime? Quel sentiment? Je me disais que tout était fini pour moi. Parce que maman qui décède en 2008, en 2009, je perds la vue. Donc, il faut dire que ça racontait pas qu'il faut dire que sa maman, elle est tellement attachée à sa maman vient la chercher. En Afrique, tout se dit. Je dis, mais maman et moi, on était en de bons thèmes. Si elle est partie, qu'elle aille se reposer, moi, je vais faire ma vie. Donc, il y a tellement de trucs autour. Vraiment, je ne savais pas. Je ne savais pas. Quand vous dites que vous ne saviez pas, vous aviez mal. Vous aviez très mal de cette situation. Aujourd'hui? Non, auparavant. Auparavant, oui. En 2009, en son temps, oui. Vraiment. J'avais eu très mal. J'étais prête même à me donner la mort. J'étais prête. Voyant mon enfant, je dois scolariser l'enfant. Je suis orpheline de père et de mère. La situation était tellement terrible. L'atmosphère était tendue un peu. Donc du coup, quand je pensais à tout cela, je disais, mais où est Dieu pour que cela puisse m'arriver? Où est Dieu?
Allez-y. Je reviens justement sur ça. Vous aviez votre fils. Vous étiez quand même aidé par quelques personnes, j'imagine, avec l'enfant. Est-ce que vous avez une sœur, une amie ou quelqu'un qui était avec vous pour vous aider dans cette situation par rapport à l'enfant? J'avais ma belle-mère, ma mère adoptive, qui est décédée à la suite aussi. Wow. Et vos frères et sœurs, parce que vous êtes issus quand même d'une grande famille. 22 Mes frères et sœurs. Oui, ils sont mariés, ils sont chez eux, mais je suis restée avec ma mère. Enfin, chacun gère ses problèmes. Voilà, quoi. chacun gère Mais quand même, nous sommes en Afrique, quand même. La famille élargie, quand même si chacun est marié de son côté, quand même, vous avez de bonnes relations, quand même. Ou bien, moi, vous travaillez là où il y avait l'argent, vous n'allez pas vers eux, ou bien, je ne sais pas. Non, ça. Parce que j'ai dit, là, l'atmosphère était bien. L'atmosphère était bien. Et puis, bon, ça me donnait des coups de main, mais je suis quelqu'un, je veux vivre aux dépens de moi-même. Donc, cela me fatiguait. Et puis, je pense aussi que ça, c'est un handicap assez prolongé. Même si la famille vient vous aider, C'est cela. du fait que c'est long, les gens peuvent pas être là tous les jours. Alors, vous êtes désespéré, avec une forte envie de mourir. Comment vous vous relevez? Comment je me relève? Qu'est-ce qui vous redonne de la force pour repartir? Ce qui m'a permis de me relever, quand je demande de l'aide, on voit ton numéro, on ne décroche plus. J'ai devenu une mendiante. Ceux qui te décrochaient, ils sont fatigués. Ils ne veulent plus décrocher. Je dis, mais tiens, est-ce que Marie-Françoise, là, elle demande pas, c'est elle qui donne. Oh Dieu, et puis il y a des foutaises qui viennent de part et d'autre. Donc elle doit prendre les connes. Et votre fils? Mon fils, maintenant, qui m'a dit quelque chose vraiment, cet enfant que je bénis toujours. Maman, arrête de pleurer. Une mère, il s'appelle Willy, Dabi Cadet Ange Wilfried. Une mère, un enfant qui perd sa mère et un enfant que sa mère est folle, qui marche nuit dans la rue, qui mange dans les poubelles. Et un enfant, sa mère est aveugle. Tu choisis quoi? Franchement, quand il me posait ces questions, je ne savais pas que c'était de moi qu'il s'agissait. Mais quand Et vous avez fait quel choix? J'ai fait mon choix. J'ai dit, ah Willy, j'ai choisi celle que sa maman ne voit pas là. Il dit, maman, c'est de toi que je parle. Donc je ne veux plus te voir en pleurs. Je veux te voir. Je veux te voir toute rayonnante, battante comme je t'ai connue. Je veux te voir le sourire aux lèvres. Fitini a chanté ton nom. Franco, tu as les belles yeux. Les yeux sont partis, tes yeux sont partis. Mais j'ai toujours belle, maman. Arrête tout ça là. Franchement, quand il m'a dit ça, mes larmes ont séché. Il avait quel âge? Il avait 9 ans. Wow. Pour un enfant de 9 ans, il a été très inspiré, j'ai envie de dire. Il avait 9 ans. Et à partir de cet instant, vous êtes remise au travail? Je me suis remise au travail. Et je faisais des courses, je demandais où je peux avoir. Parce que partir à l'institut, là, j'étais déjà avancée. Je ne pouvais pas me prendre à l'institut. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré une ONG du nom de la Fraîche Rosée. Eux nous donnent d'apprendre à se déplacer seul parce que il faut toujours être guidé par quelqu'un. Ça nous fatigue, les handicapés. Et aussi à apprendre le braille, nos écritures, là. À apprendre à lire la Bible, tout et tout, et l'informatique. Donc, c'est comme ça, je suis partie, j'ai fait la formation. Et ensuite, j'ai entendu encore parler d'une autre ONG, une association du nom de la Canne Blanche. Je suis partie, j'ai proposé ce que je sais faire. Donc, c'est comme ça, j'ai été retenue. Ils m'ont fait un financement. Puis, j'ai commencé à travailler, un peu de perruque, commencé à travailler, payer mes produits. Je faisais des coiffures maintenant à domicile, me déplaçais un peu. Puis Dieu a fait grâce. Et quelles sont les coiffures que vous arrivez à réaliser? Bon, il faut dire que je fais le nappy, je fais le défrisage, le tissage, les tresses,
Défrisage. Oui. Tissage. Tissage. Dans vos débuts, quand vous avez commencé la coiffure, vous n'avez pas brûlé une dame ou bien trop serré les cheveux? Il n'y a pas eu un petit problème comme ça? Non. Tout de suite, quand vous avez commencé, c'est parti. C'est ma passion. Donc, je le faisais avec passion et amour. C'est vrai que c'est votre passion, mais les données ont quand même changé. Les données ont changé puisque là... Non, mais là, le moral était là. Le moral était déjà haut. Donc, il n'y avait pas de problème à ce niveau. Si c'était dans les anciens temps où l'enfant n'avait pas encore fait cette proposition-là, peut-être que j'allais être un peu affectée et puis brûler les gens. Mais avec les conseils de l'enfant, et quand je suis partie, vraiment, j'ai touché. En tout cas, maintenant, là, il ne sait pas. Mais la coiffure, je veux dire, c'est un métier qui demande une certaine dextérité, une certaine habileté, une certaine adresse. Comment vous arrivez? Est-ce que vous vous faites aider pour pouvoir tracer tout ça? Il faut dire que moi-même de nature, j'aimais travailler seule. Quand j'ai commencé, je le faisais seule. Mais aujourd'hui, il y a des coiffures un peu compliquées, donc j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Mais je ne comprends pas les aides que je veux là. Pour finir, on dit non, elle a qu'à laisser toi-même, il faut terminer, il faut faire. Quand tu m'expliques une coiffure, j'écoute attentivement. Et je peux appeler une fille comme ça, parce que je suis à Epou Saint-André. Il y a beaucoup de bonnes petites là. Je dis, ah, paye telle mèche. Et puis viens, je vais faire quelque chose. Donc j'essaie d'abord. Quand j'essaie, et puis ça donne bon résultat. Quand je vais au salon, je propose ça aux clientes. Est-ce qu'il y a des coiffures que vous créez? Oui, il y a des coiffures que je crée. Alors, moi, avant, je dessinais pour faire, mais maintenant, c'est quand je dors, dans mes songes, que les coiffures me viennent dans les songes. Comme le disait le monsieur dans le micro-trottoir, est-ce que vous n'avez pas eu des clientes qui ont dit non, je ne veux pas que tu me touches? Non, je n'ai pas encore rencontré ça. Jamais, à aucun moment? Non. Tout de suite, Elles acceptent. Elles acceptent. Mais comment vous fixez les prix? Comment vous fixez les prix? Quand une cliente vient, comment vous savez? Ou bien vous palpez la tête pour voir un peu la dimension, le nombre de mèches? Ce qui est intéressant, les prix sont déjà fixés. J'ai écrit tous les prix, c'est fixé là. Mais quand elles finissent, comme le tissage comme ça, je le fais à 2000, 2500, 3000. Mais quand elles finissent, quand je finis là, sérieux même là, 2500 là, ça a doublé. Ça a doublé. Au lieu de 2500 là. Vous avez des bonus? Aïe, les bonus. De jolis pourboires, c'est bien. Et quand le travail est bien fait, ça va de bouche à oreille. Hein. C'est bien cela. Mais je suis sûre qu'il y a certaines qui viennent, peut-être par curiosité. Par curiosité, ça, en tout cas, j'en ai eu beaucoup. C'est quand c'est fini, le travail est fini, que vraiment tu as tissé telle personne, tu as fait telle personne, tu as fait ça, tu as fait ça. J'étais pas sûre. J'étais pas sûre. Ah donc tu es Thomas. Merci. Alors, vous voulez connaître ce que pensent nos téléspectateurs? C'est bien évidemment avec Paulus Agathon. Paulus pour vous. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Que me vaut l'honneur de ce baiser? Oui. Vous savez, le week-end a été long, je me demandais, mais à quand la reprise? J'attends impatiemment lundi parce que franchement, le public de ces midis me manque, l'équipe de ces midis me manque, franchement. Quand même. Quand je pense qu'il y a des gens qui se disaient demain c'est le lundi, on travaille encore. Allez, mais non, il y a les on prend autres. plaisir à travailler, bien sûr. Merci, c'est gentil de votre part. Alors, en termes de message, on a celui de Olivier Yao, voilà. Il dit, est-ce que les gens sont toujours satisfaits des coiffures que vous faites en général? Est-ce qu'ils ne se plaignent pas qu'il y a un côté qui a par exemple été mal fait? Ils ne se plaignent pas, mais ils disent, ah, tu aurais dû faire gonfler ou bien... Parce qu'il y a des gens qui aiment les coiffures, voilà, des volumes. Mais il fallait me dire ça.
Je sais qu'il y a une situation aussi qui est là. Mais vous arrivez à rattraper? Oui, j'arrive à rattraper. D'accord. D'accord. Alors, on a l'impression que du temps où vous n'étiez pas souffrante jusqu'à votre état actuel, rien n'a changé au niveau de la coiffure. Vera Kouachi demande, est-ce qu'il y a des choses dans votre activité que vous n'arrivez vraiment plus à faire aujourd'hui, quand vous coiffez, par exemple? Tout, c'est facile, c'est facile. C'est facile pour moi. C'est un véritable don. Avant, ce que vous gagnez, c'est la même chose que vous voyez aujourd'hui? Non, non, là, non. Ça a changé. Ça a changé. Il y a eu une baisse? Il y a une baisse. D'accord. Kapi Abou Zidane, c'est le dernier message. Il dit quelle magnifique chance vous avez de pouvoir exercer cette activité malgré le fait d'avoir perdu la vue. Cela montre une fois de plus à quel point il ne faut jamais baisser les bras et surtout garder espoir. Beaucoup de courage à vous. Merci. Alors Caroline, c'est terminé pour mon intervention en ce qui concerne à ce jour. Rendez-vous demain, toujours à la même heure, parce que comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Je connais. Merci beaucoup, Paulus. Merci infiniment. Alors, on est toujours avec notre invitée, Marie-Françoise. Alors, Marie-Françoise, et aujourd'hui, votre enfant, il a quel âge? Il a 19 ans aujourd'hui. Il a 19 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Il est heureux, il est fier, très très fier de moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Bon, il travaille dans un magasin de vêtements. D'accord. Il travaille dans un magasin de vêtements. Ça a été son choix? Est-ce qu'il poursuit les études? Bon, il faut dire que c'est lui qui s'occupait de moi. Donc il dit, maman, moi je dois aller me chercher. Bon, d'accord, va te chercher. Mais depuis l'année passée, il dit, je dois poursuivre les études pour pouvoir aider plus maman. Parce qu'elle se bat, pas moi, je ne vais pas me battre. Je lui dis, il n'y a pas de problème. En cette année, il compte reprendre la première en cours du soir. Est-ce que vous avez une vie de foyer? Vous envisagez vous mettre en couple avec quelqu'un? Ou bien il y a quelqu'un qui tourne autour de la maison les soirs? Caro. On veut savoir. Ici, on se dit tout. Bon, il y a Christ Emmanuel qui a 6 ans. Oh, j'ai perdu la vue, ça fait 10 ans. Mais malheureusement, le père n'est plus. Oh là là. Le père n'est plus. Nous sommes désolés. Voilà. Mais... vous êtes une belle femme, hein? Moi, j'attends. Franchement, dans mon centre là, vraiment. Vraiment. André, c'est maintenant j'ai 15 ans. André, c'est maintenant j'ai 15 ans. Mais je regarde. C'est qu'il y a quelqu'un dans le secret qui ne s'est pas encore prononcé. Moi aussi, je le regarde. Mais vous sentez, vous le voyez venir? Je le vois venir. Parce qu'il a mes petits soins. Mes parents spirituels le voient venir. En tout cas, nous tous, on le voit venir. On l'attend, je l'attends. Mais je suis sûre qu'après cette émission, il va se dévoiler. Voilà. Il va déclarer sa flamme, c'est sûr. Oui, Dieu a fait grâce, il a été retenu à autre chose comme dans Non, ne dites pas tout, sinon il sera trop content. Non, il faut qu'il entende, Caroline. C'est vrai? Oui, il faut qu'il Ou bien vous-même, vous êtes tout intéressé façon... Bon, d'accord, je ne dirai pas tout. C'est contagieux. Je ne dirai pas tout. En tout cas, nous, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Franchement. Merci bien. Voilà, on a pratiquement terminé les choses avec vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a vraiment tout à retenir de votre témoignage, mais je veux vous l'entendre dire pour des personnes, par exemple, qui ont tout leur sens et qui se plaignent à longueur de journée. On n'a pas de travail, c'est dur, on n'a pas d'argent, mais comment faire, tout ça? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Quand tu perds les 2 yeux, tu retrouves 10 yeux. Et perdre la vue n'est pas perdre la vie. Ceux qui sont, moi, si quelqu'un doit demander de l'argent, c'est ceux qui sont couchés à l'hôpital. Mais pas toi, tu as encore le souffle de vie, tu es sur pied. C'est les yeux qui ne voient pas. C'est les yeux qui ne voient pas. Les autres sens peuvent mais travailler. les autres sens sont là. Tout est au rendez-vous. Tout est au rendez-vous. Donc, tu ne vas pas te mettre là à demander de l'argent, à mendier. Donc, je vais dire à mes soeurs, mes frères qui sont dans cette situation-là, elles n'ont qu'à prendre d'abord le moral, surmonter la situation. L'handicap est venu pour que ça soit un talent
ça soit un atout. Moi, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, là, je suis heureuse. C'est mon rêve qui se réalise actuellement. Je suis assise à ce midi. Je veux dire que vous avez eu la chance d'avoir un fils quand même très intelligent, à 9 ans, qui a boosté quand même votre, je ne sais pas si vous dites votre orgueil, tout ça et autres, mais et ces personnes qui n'ont pas cette chance-là d'avoir ces enfants, comme Willy, près d'eux. Comme Willy, ouais. Je vais laisser un mot pour eux. Je vais leur dire, je vais leur parler. Je vais dire que Dieu, il n'abandonne personne. Quand Dieu, il te met dans une situation, quand une porte est fermée, une petite porte est fermée, une très grande porte s'ouvre. Quand je voyais même, peut-être, est-ce que je me passais à acheter midi? Il y a des émissions tempo, tout, je ne suis rien passé. Mais aujourd'hui, je ne vois pas, mais je suis à ce midi. Et le monde va me voir, ils sont en train de m'entendre. Et vous êtes devenue une star. En tout cas, merci beaucoup pour ce joli témoignage, un témoignage très édifiant et très inspirant. J'ai envie de dire merci infiniment. Et je suis sûre que les personnes qui nous regardent vont voir leur énergie booster à partir de ce témoignage. On va essayer de faire un peu plus, on va se surpasser parce que on a eu la grâce d'avoir tous nos sens, donc il faut aller encore plus loin. Merci infiniment, Marie-Françoise, d'être venue nous donner ce témoignage. N'hésitez pas à nous appeler au 22 01 00 00 pour passer à cette émission et devenir une star, comme notre invité. Voilà, c'est donc la fin de ce témoignage.